Je vous propose qu'on fasse un petit point sur les questions juridiques de manière très pragmatique, en voyant quels sont les droits des chercheurs entre réalité et rêve. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Est-ce qu'il y a des nouveautés qui permettent justement aux chercheurs de se réapproprier sa liberté académique, de pouvoir diffuser librement ses travaux en open access? Alors, je vous propose de commencer par un petit schéma du modèle d'édition traditionnel qui est celui qu'a présenté Benoît dans le modèle d'abonnement, le modèle du lecteur-payeur. Comment ça se passe si on revient sur ce qui vous a été présenté? On a la production d'un article avec des coûts, des salaires, des équipements qui sont utilisés par les chercheurs et qui sont majoritairement financés par des financements publics. L'article est soumis ensuite à un comité de lecture via l'éditeur et cette relecture de l'article, elle est faite par d'autres chercheurs qui font en principe ce travail également à titre honorifique sans toucher une rémunération pour ce qui pourrait être un travail de relecture qui pourrait justifier une rémunération. Donc là aussi, toute cette chaîne de construction, de relecture de l'article, elle est supportée par des financements publics. Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui a été souligné dans l'assistance, c'est qu'il y a un moment où, au moment de la publication dans la revue, on assiste à une privatisation de ces financements. Pourquoi? Parce que le chercheur, pour permettre à la revue d'exploiter commercialement la diffusion de son article, va signer un contrat d'édition. Et dans ce contrat, alors ça devient de plus en plus pernicieux, hein. Il y a encore effectivement pas mal d'éditeurs qui font signer des contrats, je dirais, en bonne et due forme, avec plusieurs pages, avec les droits qui sont clairement inscrits, ce à quoi on s'engage. Et puis il y a aussi maintenant des petites croix qu'on vous fait cocher au moment de la validation finale de votre article et qui sont l'équivalent d'une cession de droit d'auteur. On aurait pu imaginer que cette cession de droit d'auteur, elle s'accompagne d'une rémunération en faveur du chercheur. Ce n'est pas le cas dans le modèle de l'édition, de la publication scientifique et la plupart du temps, en tout cas pour vous en communauté des mathématiques, vous ne touchez pas de rémunération pour les articles que vous publiez. Et on l'a vu, au contraire, vous pouvez même parfois, par le biais de votre labo, être amené à payer la revue pour qu'il y ait une diffusion, cette fois-ci en open access. Mais si on reste là dans le cadre du modèle du lecteur-payeur, qu'est-ce qui se passe? Donc la revue, vous lui avez cédé vos droits d'auteur et elle va proposer du coup la lecture de l'article en question à l'ensemble de la communauté universitaire et l'ensemble des citoyens par le biais d'abonnements. Donc effectivement, c'est là où il va y avoir à nouveau financement par de l'argent public pour avoir accès au contenu de la recherche. Cette situation, elle existe depuis la diffusion des publications, y compris en format papier. Le numérique a changé la donne, mais pas par rapport à ce schéma-là. Ce qui a changé, et ce qui a été dénoncé dès 2013 par un collectif de chercheurs, et notamment porté par l'INRA, c'est que ce risque que la science, que la diffusion du savoir soit menacée par une bulle spéculative de l'édition. Et qu'on se retrouve face à un système de privatisation du savoir où seules les universités les mieux dotées budgétairement, seuls les établissements d'enseignement et de recherche qui auront les meilleurs budgets pourront permettre à leur communauté scientifique de continuer à avoir accès aux travaux nécessaires pour qu'eux-mêmes puissent publier. Cette situation, elle a été précisée notamment par un document que vous connaissez certainement, qui est l'étude de la DIST du CNRS d'avril 2015. Et ce document, il fait date puisqu'il propose de faire un panorama sur ce qui se passe dans le monde de l'édition à l'heure du numérique. Et il a explicité, il a clairement dévoilé la réalité de ce qui se passe dans le marché de l'édition scientifique. Qu'est-ce que c'est cette réalité? C'est qu'on est face à une très forte concentration, où on a quelques acteurs, dont les noms ont déjà été prononcés au cours de cette matinée, Elsevier, Springer, Wiley, qui arrivent à des taux de marge opérationnelle assez impressionnants. On peut tout à fait concevoir, moi je vous
m'adresse à vous en tant que conservateur des bibliothèques, j'estime tout à fait normal qu'une maison d'édition soit dans une situation économiquement viable. C'est le principe même de cette activité. Ce qui pose problème, c'est de voir effectivement ces taux de marge et de voir la difficulté derrière que ça pose en termes de circulation du savoir et en termes de, clairement, de participation à la science, de construction du savoir qui s'inscrit dans une société à deux vitesses. Ceux qui pourront avoir accès à cette documentation et ceux qui ne pourront pas avoir accès à cette documentation. Et ce que l'étude soulignait, et ce qui est capital, c'est comment on est passé de ce que doit être l'édition, c'est-à-dire effectivement une économie de la prestation éditoriale, où on arrive à déterminer un juste prix de cette prestation, et c'est plus le cas. Vous l'avez dit vous-même, on a des problèmes pour s'abonner en bibliothèque, on est face à des augmentations tarifaires qui ne sont pas justifiées par rapport à une qualité qui est produite et qui est liée notamment, je ne crois pas que le terme a été prononcé une fois ce matin, au fait aussi que la science se fait, ou plutôt se transmet par le biais de revues pour lesquelles il y a un critère de différenciation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut dire d'une revue qu'elle est bonne ou pas? C'est le facteur d'impact. C'est ce critère subjectif, éminemment subjectif, qui fait que est-ce qu'on reconnaît la qualité d'une revue ou pas? Et effectivement, je vois des contestations, on est bien d'accord, on est sur un critère qui est considéré comme un gage de qualité. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que ces revues-là peuvent se permettre notamment d'avoir des coûts qui sont absolument déconnectés de toute réalité en termes de prestations éditoriales. J'ouvre une petite parenthèse, parce que je vous disais, effectivement, on est dans un schéma qui est d'autant plus, je dirais, inique que tant qu'on était sur de la diffusion papier, on savait que l'éditeur avait un travail de mise en forme des épreuves qui étaient envoyées par le chercheur. Par le biais du numérique, aujourd'hui, le chercheur, vos chercheurs, envoient à l'éditeur des documents qui sont quasiment mis en page, qui sont quasiment formatés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un travail. Et notamment, c'est ce qui va distinguer ceux qui ont l'édition en cœur de métier de ceux qui font de l'édition une part de leur activité commerciale. Et ça, c'est aussi important de le souligner. On est aujourd'hui dans un panorama de l'édition scientifique qui est complexe, parce qu'on a des acteurs qui, effectivement, font de l'activité éditoriale, mais dont ça n'est pas le cœur de métier, et qui, justement, sont ceux qui sont arrivés à ce mouvement de concentration, qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une économie d'exploitation des droits de la propriété intellectuelle. Et c'est pour ça que l'objectif, c'est d'aborder ces questions juridiques et de voir comment le principe de droit de la propriété intellectuelle et si on est dans un système de poupée russe, je dirais la première poupée, celle de tout part et qui permet la construction de tout ce système-là. Alors, je vous propose de revenir vraiment très rapidement sur... Ah, ça a sauté. Les principes généraux du droit d'auteur. En droit français, on a les droits moraux qui sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles et insaisissables. Donc ceux-là, on ne peut pas les transmettre, on ne peut pas les céder à un éditeur, y compris en l'échange d'une rémunération. Et on a les droits patrimoniaux qui sont les droits qui permettent l'exploitation commerciale de la revue. Et en effet, l'auteur peut, pour ces droits-là, les transmettre notamment à un éditeur par le biais d'un contrat à titre gratuit ou à titre payant. Et comme vous l'avez souligné, la question qui est posée également, c'est que ces droits sont, alors certes limités dans le temps, mais limités pendant de nombreuses années, puisqu'ils sont reconnus à l'auteur pendant toute sa vie et 70 ans à compter du décès de ce dernier. Ça, c'est le panorama général. Voilà les droits du chercheur en droit français. Je vais vous parler notamment de comment on peut diffuser en termes d'open access via une archive ouverte. Dans la mesure où, au sein de mon université donc, et du service commun d'Aix-Marseille, je gère l'archive ouverte avec ma responsable Marlène Delay-Hall. Je vais très souvent du coup employer l'archive qui est pilotée par le CNRS.
vous entendez derrière ce terme toutes les archives ouvertes institutionnelles. Oui. Je voudrais avoir un peu plus de détails. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle le droit au respect de l'œuvre et le droit de retrait? Alors le droit de retrait, c'est le droit de respect de l'œuvre, c'est le droit effectivement, si on vous cite ou si on souhaite faire une exploitation de votre œuvre, que ça ne contrevienne pas à ce que vous souhaitiez quand vous avez publié cette œuvre. Donc c'est un droit à ce qui est, s'il doit y avoir une exploitation derrière de cette œuvre, à ce qu'on respecte les objectifs initiaux qui vous ont conduit à publier cette œuvre et à la diffuser. Le droit de retrait, c'est un droit qu'on a tendance à oublier, mais c'est le droit pour tout chercheur, enfin pour tout auteur, de retirer de la diffusion, de la publication, un écrit, une contribution qu'il aurait été amené à faire circuler par voie éditoriale notamment. Donc on peut très bien se retourner vers son éditeur en disant « moi je demande à exercer mon droit de retrait et je souhaite que soit retiré du coup de la voie de publication, on va prévenir dans les modalités pratiques, le contenu de ma publication ». Ce qui va être délicat, vous l'aurez compris, c'est que ça veut dire que déjà le droit de retrait on peut l'exercer à partir d'un moment donné. Pour tout ce qui a été publié, commercialisé avant, on ne peut pas s'amuser à les retirer des bibliothèques ou des librairies, ce qui a été diffusé. Mais c'est un droit qui peut être négocié avec son éditeur moyennant une rémunération, une contrepartie financière, puisqu'il y aura une perte pour l'éditeur. Il peut être cédé, donc. Le droit de retrait peut être cédé. Non, il ne peut pas être cédé. Ah. Non, c'est un des droits moraux, et donc on ne peut pas le céder. Non, ça fait partie des droits. Il faut voir aussi en droit français, on a une métaphore qui est très intéressante, mais on parle de droit de paternité. Et pour le droit français, l'œuvre, c'est vraiment dans l'image de la création artistique, il y a un droit de filiation, de paternité, et donc l'auteur peut se prévaloir de ce droit, pour justement demander à ce qu'il y ait un retrait de la diffusion et du circuit commercial notamment. Ça a été dit par Benoît, on peut, même avant le 7 octobre 2016, on va revenir sur cette date, mais on pouvait tout à fait déposer ces travaux en open access dans des archives ouvertes. Et on pouvait notamment consulter la politique en matière de dépôt de son éditeur via Sherpa Romeo ou via Héloïse pour les revues qui sont plus typées francophones. Qu'est-ce qui a changé? Et le début du rêve. Quelle est la philosophie de la loi pour une république numérique? Je vous propose qu'on revienne, avant de parler du texte en tant que tel, sur quel était l'enjeu de ce texte et pourquoi il est arrivé en octobre 2016. Les objectifs de la loi, ils sont clairs. Elle a été donc promulguée en octobre 2016. C'est de favoriser l'ouverture et la circulation des données et du savoir. Donc on a un objectif qui est global et qui va se décliner au sein de l'article 30 pour les chercheurs, en leur permettant de renforcer leur droit à diffuser librement les travaux scientifiques majoritairement financés par des fonds publics. Donc l'enjeu, c'est vraiment de garantir à tous le fait de pouvoir avoir accès à la production scientifique en respectant, et j'insiste, si nécessaire, on verra après pourquoi, si nécessaire, des délais d'embargo qui ont été fixés en cohérence avec notamment les recommandations de l'Union européenne. Et c'était des délais que vous aviez d'ailleurs souvent pu voir dans Sherpa et Romeo. Qu'est-ce qui a changé, notamment par rapport à la situation française? Il y a des collectifs de chercheurs, il y a eu de nombreux chercheurs, je vous ai parlé notamment des chercheurs de l'INRA qui, dès 2013, ont essayé de sensibiliser l'opinion publique sur ce problème de privatisation du savoir. Mais on peut véritablement dire que c'est en 2016 que c'est devenu un enjeu de politique publique, et vraiment à prendre au sens fort du terme. On a une première déclaration qui est celle conjointe de la CPU et du CNRS, pour demander la libre diffusion des publications scientifiques, également de la fouille de données, mais je vous propose de ne pas en parler, en tout cas pendant la présentation. Mais l'idée, c'était de se dire que le développement de la recherche scientifique au XXIe siècle repose sur le partage et l'ouverture, et de voir comment on pouvait construire ce partage et cette ouverture, tout en respectant le plus possible le modèle de viabilité économique des éditeurs.
on a cet engagement fort qui est pris par la CPU et le CNRS, et on a également, tout au long de l'année 2016, des prises de position de chercheurs dans des journaux de presse quotidienne pour s'engager et pour défendre effectivement le libre accès aux publications scientifiques. J'ai pris quelques coupures où on a eu des engagements notamment de chercheurs de l'université d'Aix-Marseille pour rappeler l'importance d'aller vers une science ouverte à tous. Et puis, on a eu aussi, et ça c'est important de le rappeler, le contexte européen, de rappeler qu'en 2013, le législateur allemand a pris un engagement fort en reconnaissant un droit d'exploitation secondaire à l'auteur d'une publication, alors sous certaines conditions. Je vous ai mis ici le texte de loi qui a été traduit par l'INIST, et si vous voulez aller plus loin sur l'analyse allemande, vous avez un billet sur le carnet de BSN7 qui a été rédigé par Marlène Delay et qui reprécise comment, dès 2013, on a eu un engagement fort de la part de l'Allemagne. Et donc c'est dans ce contexte que le législateur français a adopté en octobre dernier, donc on a fêté la première bougie de la loi, l'article 30. Si on revient sur l'article, je vous l'ai ici reproduit, ce qui est intéressant c'est de voir déjà que l'article a été codifié, il apparaît désormais dans le code de la recherche. Et j'essaie de souligner les mots-clés. L'idée c'est, on va reprendre après les différentes conditions pour que les chercheurs puissent se prévaloir de l'article 30. Dans quel cas on peut se prévaloir de cet article? Il faut qu'on ait un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics. Ces fonds publics, ils sont très larges. Ça peut être des dotations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, y compris des fonds de l'Union européenne. Que cet écrit scientifique soit paru dans un périodique qui paraît au moins une fois par an. Et l'idée, c'est bien de remettre l'auteur, le chercheur, au centre du dispositif de libre accès et de diffusion de sa production. C'est donc l'auteur qui dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur. Et ça, cette mention, elle est importante. Ça veut dire que le législateur a pleinement conscience que le chercheur, quand il signe un contrat, il n'est pas dans une situation contractuelle qui est égalitaire par rapport à l'éditeur. Il y a une asymétrie dans la relation de pouvoir et le chercheur n'a pas le temps déjà matériellement par rapport à ses activités et n'a pas forcément les moyens nécessaires pour faire valoir à l'éditeur son souhait de renégocier les termes du contrat. Et donc l'idée c'était de dire on arrête ce qui est normalement d'un point de vue contractuel, ce qui se passe entre deux parties qui sont jugées équitables, c'est-à-dire on demande effectivement à ce qu'il y ait une négociation entre les parties. Le législateur dit c'est terminé ça. Même s'il y a eu signature d'un contrat avec des droits exclusifs, l'auteur peut toujours se prévaloir du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert par voie numérique, avec, s'il y a des co-auteurs, bien sûr, l'accord des co-auteurs, c'est une condition éthique qui est tout à fait évidente, la version finale de son manuscrit accepté pour publication. On va revenir sur ce que c'est, même si Benoît vous l'a déjà bien expliqué. Et donc, on a des délais d'embargo. Quand est-ce qu'il peut diffuser en accès ouvert son article, son écrit scientifique? Il peut le faire dès que l'éditeur met lui-même à disposition par voie numérique cette version. Et si l'éditeur ne l'a pas fait, il peut dans ce cas-là se prévaloir des dispositions législatives qui sont d'un délai d'embargo de 6 mois pour les sciences techniques et la médecine et 12 mois pour les sciences humaines et sociales. Ça, c'est les délais maximum. Ça veut dire que si on s'engage à déposer en application de l'article 30, ces délais-là sont les délais maximums qui sont imposés. Petite précision également importante, la version qui est mise à disposition, elle ne peut pas faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial. Donc le législateur a prévu qu'il n'y ait pas une concurrence et qu'il ne puisse pas y avoir une activité à caractère commercial. Et les dispositions de cet article, elles sont d'ordre public.
Et toute clause contraire à celle-là est réputée non écrite. Ma question principalement est qui est le sujet de cet article, qui est le sujet qui est vraiment protégé par cet article? Est-ce que c'est un auteur français? Est-ce que c'est un auteur n'importe où au monde dont la recherche a été payée par l'État français? Est-ce que c'est un co-auteur d'un français? Est-ce que quelqu'un aux États-Unis serait protégé par cette loi, par exemple? Alors, si vous partez la loi, elle s'applique effectivement aux chercheurs qui sont en France, mais ce qui est important, c'est qu'ils partent pas de... Il n'y a pas eu de définition de l'auteur. Oui, justement. C'est quand l'écrit scientifique est issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié. L'idée, c'est que s'il y a eu un financement public, on peut se prévaloir de la loi française pour mettre en open access son article. C'est-à-dire que l'État français s'engage à aller défendre des citoyens états-uniens. Sur ces questions-là, je vous propose que je les aborde un petit peu après, parce que vous mettez le point effectivement sur que peut le législateur. Et c'est l'une des difficultés. Oui. Ouais, si vous m'autorisez quand même à intervenir à ce stade, parce que tout ça c'est absolument très très intéressant. Simplement, nous en maths, on publie en général dans des revues internationales. Ouais. Donc c'est pas ce droit qui s'applique, c'est le droit du copyright. Ouais. Et tout est caché dans le fait que ça va dépendre d'accords bilatéraux dont on ne connaît pas le contenu entre la France et les États-Unis en cas de conflit. C'est-à-dire qu'en règle, moi j'avais déjà écrit dans le rapport que j'avais écrit pour le comité d'éthique du CNRS en 2011 sur les rapports entre les chercheurs et les maisons d'édition, j'avais écrit très précisément que si on applique le droit français, en fait, tout chercheur français peut demander, poursuivre les auteurs, ce qu'on a signé en droit américain pour contrefaçon. Je pourrais expliquer en détail parce que c'est pas compatible avec notre droit français. Simplement, malheureusement, j'ai des longues discussions avec des juristes à Stanford et dans différents endroits. C'est malheureusement de facto le droit. Il n'y a pas de droit international et c'est de facto le droit du plus fort. Et aujourd'hui, le droit du plus fort, c'est le copyright parce que ça protège très bien les publishers et pas les auteurs. Et on a deux traditions légales extrêmement différentes. Toute la branche du copyright qui a été faite pour protéger les publishers, c'est du droit anglais à l'origine, et ça s'applique à tous les pays du Commonwealth, dont les États-Unis naturellement, plus les États-Unis, mais le droit d'auteur, lui, a été fait pour protéger les auteurs, au 18e en France, et il s'applique dans énormément de pays dans le monde, on n'en a pas conscience, tous les pays d'Amérique latine, le reste de l'Europe, sauf l'Angleterre, le Japon, la Corée. Donc on peut se bagarrer aussi en droit d'auteur, mais c'est une bagarre internationale, malheureusement, et on est loin d'y être... Mais je vous propose quand même qu'on essaie de poursuivre sur la réalité et comment on peut espérer aller vers quelque chose. Exactement. Si on voit qu'est-ce qui est retenu, et c'est quand même, effectivement, l'article 30 ne va pas forcément couvrir toutes les situations dans lesquelles vos chercheurs vont se trouver. Mais c'est quand même un engagement fort qui est pris au niveau de la France. Il faut souligner que c'est un engagement qui est similaire à ce qui s'est fait en Allemagne et que l'idée aussi, c'est que si chaque État adopte des dispositions réglementaires ou législatives ou des dispositions dans le cadre des universités, je pense notamment à Harvard, qui a un système qui permet aussi que finalement, ce soit le service juridique de l'université qui soit saisi et qui finalement qui permet à l'auteur de ne pas s'intéresser, en tout cas de ne pas être au cœur de ces problématiques de droit de propriété intellectuelle. Il faut voir aussi ce qui se passe et se dire que c'est un des morceaux de tout un dispositif qui a pour but aussi de revoir comment on essaie de construire un modèle de diffusion scientifique qui ne passe plus par une appropriation des droits de propriété intellectuelle par les éditeurs. C'est complexe, mais c'est le début du rêve. Pour les types de publications, on a le texte par d'écrit scientifique. Alors, on va l'entendre traditionnellement par écrit de revue, mais pas seulement. Donc, il ne faut pas se restreindre aussi sur l'acception de la loi. La loi est partie sur un terme très générique, écrit scientifique. Tout écrit scientifique qui est paru dans un périodique qui paraît au moins une fois par an. La condition de financement, elle est très claire. À partir du moment où les financements, y compris l'activité de recherche, y compris la rémunération du chercheur, c'est financé au moins pour moitié par des fonds publics, que ce soit des fonds étatiques, des collectivités, de l'Union européenne, ça rentre
dans le cadre de l'article 30. Même après cession à l'éditeur des droits exclusifs d'exploitation, on a les délais de diffusion et il y a une disposition qui peut être interprétée, l'idée qu'il n'y ait pas de caractère commercial dans le cadre d'une activité d'édition qui n'ait pas de caractère commercial. On peut estimer, c'est une appréciation, mais que les chercheurs ne peuvent pas se prévaloir de cet article pour déposer dans les réseaux socio-académiques tels que Academia ou ResearchGate. Est-ce que vous avez une idée de la raison de la différence 6 mois, 12 mois? C'est par rapport au modèle économique qui existe en SHS et en sciences et techniques. La viabilité économique d'un article, selon qu'on se place en SHS ou en sciences et techniques, n'est pas la même. Et donc l'idée, c'était de ne pas fragiliser les éditeurs en prenant une durée uniforme. Pour les ouvrages, oui. Ah oui, c'est pour les articles de revue, là. On est sur écrit scientifique dans un périodique. Tout à fait. Pardon, oui, juste pour répondre à la question. La durée de 6 mois et 12 mois sont en fait assez arbitraires. Enfin, c'est la limite. D'ailleurs, pour les maths, 6 mois, ça ne veut pas dire la même chose que pour la médecine. C'est aussi le résultat d'un rapport de force aussi, puisqu'il y avait des chercheurs qui demandaient 0. C'est vrai aussi. Des éditeurs qui disaient au moins 24 mois, ou si ce n'est pas 3 ans. Et c'est vraiment un résultat d'une discussion de marchand de tapis à la fin, qui s'est passée dans les couloirs de l'Assemblée et du ministère. Qu'est-ce qu'on appelle la version finale du manuscrit acceptée pour publication? Je reprends on ne s'est pas concerté, mais c'est le schéma que tu as présenté. Effectivement, c'est le post-print. C'est la version finale, la version qui a été soumise pour évaluation, enrichie des corrections. Donc il ne s'agit pas du PDF éditeur, sur lequel le législateur a dit, sur le PDF éditeur, effectivement, c'est à l'éditeur de choisir. S'il veut aller plus loin, il peut le faire, mais la loi permet déjà aux chercheurs de diffuser la version qui, d'un point de vue scientifique, est aboutie. Après, pour la mise en forme, etc., on est sur le PDF éditeur. Ça veut dire quoi? Si on essaie de parler très concrètement aux chercheurs et de leur dire qu'est-ce que ça implique? Si on peut se prévaloir de l'article 30, l'idée aussi, c'est de ne pas rajouter des étapes dans le processus de publication et de discussion liées à la publication que rencontre l'auteur. Ce qu'on peut leur conseiller, c'est de se dire, au moment où j'ai mes derniers échanges avec mes co-auteurs, je peux d'ores et déjà par mail solliciter leur accord pour faire le dépôt en archive ouverte. La deuxième étape, et ça ça va être vraiment un changement, mais c'est de se dire, il faut que je conserve cette version acceptée pour publication, cette version post-print, alors que dans la pratique, on a souvent tendance à garder uniquement le PDF éditeur, quand bien même il est donné, quand il est donné par l'éditeur. Mais c'est de se dire, cette version-là, elle est précieuse pour pouvoir se prévaloir de la loi. L'étape 3, c'est de faire le dépôt dans l'archive ouverte immédiatement. Alors, je parle de HAL, parce que HAL permet de gérer les embargos. Et c'est ce que tu disais, on ne va pas se dire dans 1 an ou dans 6 mois, je vais m'amuser à retrouver l'article et à faire mon dépôt et se mettre des petites croix dans l'agenda comme ça pour faire son dépôt. On fait le dépôt immédiatement. Une fois que l'article, effectivement, a été transmis à l'éditeur, la version acceptée pour publication, on la dépose, je parle ici de HAL, et on applique l'embargo, clairement, de 6 mois. Ouais. Il y a une petite subtilité, c'est que le problème, c'est que l'embargo est court à partir de la publication. Donc il faut avoir la date de publication. Donc en fait, il faut attendre le moment où l'article est effectivement publié, ce dont on n'est même pas toujours prévenu. Alors c'est vrai que selon les éditeurs, ça peut compliquer les choses parce que tu vas pas savoir à quel moment ça va être publié. Donc pour faire courir ton calendrier de 6 mois, il faut attendre un petit peu. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la première publication, donc quand il y a un online first, c'est au moment où on apprend que l'article est publié en ligne, même s'il n'est pas encore dans un volume de journal. Le délai court à partir de là, si je ne me trompe pas, et donc ça, on en est parfois prévenu. Oui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut aller plus loin que l'article 30 ? Rêvons un petit peu. Oui, on a des éditeurs qui jouent la carte de l'open access. En sciences, on a notamment EDP qui propose de déposer la version PDF.
L'idée, c'est justement de montrer tout le travail éditorial qui est fourni par les équipes de DP Sciences et de se dire, vous pouvez tout à fait, effectivement, vous pouvez déposer la version post-print, mais vous pouvez même déposer la version PDF éditeur. Donc, on voit que petit à petit, il y a des choses qui peuvent évoluer dans le bon sens. Je vous parle parce que c'est une grande fierté pour notre université à Aix-Marseille, mais on a eu un engagement très fort de la part de nos presses universitaires de Provence, qui sont plutôt typées effectivement SHS, mais qui, depuis les dernières années, essaient également d'avoir des publications en sciences et techniques, et qui ont décidé d'aller encore plus loin que l'article 30, en disant notre modèle économique ne dépend pas finalement d'une restriction d'accès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas concurrence entre le fait que l'article soit diffusé en open access et nos ventes de revues. Bien au contraire, c'est en diffusant en open access qu'on permet de donner une visibilité à la fois sur le contenu intellectuel, sur la qualité éditoriale qui est fournie par les équipes. Et donc, ce qu'on va proposer aux chercheurs qui publient au PUP, ce que le comité des PUP a souhaité, c'est que le dépôt se fasse immédiatement après la publication. Pas de 6 mois, pas de 12 mois. Dès que c'est publié, ça peut être également déposé dans une archive ouverte. Et on va partir du fichier PDF éditeur, parce que ce qui est fait par le travail, l'équipe éditoriale, et pour la question de citer la ressource, avoir accès à la pagination exacte, c'est une vraie valeur ajoutée par rapport à ce qui est l'enjeu de faire de la science et de participer à la diffusion du savoir. Et la contrepartie qui est demandée par les presses universitaires de Provence, c'est simplement, dans le champ commentaire de l'archive ouverte, de faire un lien vers l'URL de la revue pour montrer effectivement leur catalogue et l'étendue de leur production scientifique. Donc si vous êtes curieux, il y a une collection même HAL qui est dédiée aux presses universitaires de Provence et qui montre justement les PDF qui sont diffusés. Oui. Ouais. Je voudrais juste ici préciser, parce que c'est super ce que vous faites, c'est ça justement, là dans les FAIR Principles, c'en est un pour moi vraiment de base, mais en fait dans l'édition, pour les articles de recherche, on a déjà ça, parce qu'on a par exemple SIAM qui autorise à mettre la version publiée, on a APS, American Physical Society, qui l'autorise. Il faut justement, si on fait une liste de bonnes pratiques, il y a déjà quelques, justement en fait c'est en général des maisons d'édition qui sont liées à des sociétés savantes qui ont ces bons principes. Et ça peut, si on met ça en avant, si on donne la priorité à ces gens-là, on arrivera à déstabiliser le système un jour ou l'autre. Merci pour ces exemples. Moi, je suis preneuse d'une liste justement de ces éditeurs qui ont des bonnes pratiques. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est important de rappeler que quand on dépose dans une archive ouverte, c'est un acte qui est juridiquement encadré. Je vous parle là notamment des garanties qui sont proposées par HAL, mais par toute archive ouverte institutionnelle. L'utilisation, elle est gratuite, c'est le principe. On n'a pas besoin de se créer un compte pour consulter un article dans une archive ouverte, à la différence par exemple d'Academia ou ResearchGate. Le dépôt qui est fait dans une archive ouverte, il n'est pas exclusif. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas pour un chercheur de se dire oui, ResearchGate, ça donne une visibilité, ça permet d'échanger avec de futurs collaborateurs et c'est un outil en termes de réseau social qui est assez incroyable. Donc, ça peut être très intéressant de faire le dépôt dans une archive où on a des garanties juridiques fortes et de mettre le lien de ce dépôt vers son site perso ou son site ResearchGate. On a une pérennité des données quand on dépose dans une archive ouverte institutionnelle et on a le respect du droit à la paternité qui est rappelé dès la page d'accueil donc de HAL, sur la page d'accueil du CCSD, qui rappelle que tout auteur conserve ses droits intellectuels, notamment le droit de devoir être correctement cité et reconnu comme l'auteur d'un document. Pour toutes les questions de plagiat, c'est ce qui avait été souligné. Déposer dans une archive ouverte, ça permet d'horodater le dépôt et d'avoir un pavé de citation et de pouvoir faire valoir son droit de paternité en plus du droit d'auteur que doit reconnaître et défendre l'éditeur.
Ensuite, ce qui est important aussi peut-être pour rassurer les chercheurs qui ne déposeraient pas encore ou qui seraient un petit peu circonspects par rapport à le dépôt en archive ouverte, il faut rappeler que de mettre en libre accès son document, ça ne veut pas dire permettre une libre exploitation du document. Quand vous déposez, vous donnez un libre accès à l'article. Vous permettez à n'importe quel citoyen de lire et de citer dans le cadre de courtes citations l'article. Vous pouvez par contre, si au contraire vous souhaitez aller plus loin et permettre une exploitation qui va être explicitement définie par une licence Creative Commons, déposer votre article en ajoutant une licence. On vous proposera de cocher. Mais par défaut, ce n'est pas le cas. Et donc, vous donnez uniquement un libre accès. Ce qui permet déjà de pouvoir être cité et de pouvoir effectivement avoir accès gratuitement à des articles scientifiques qui ont été validés par un comité de lecture. Sur les licences CC, il y a plusieurs combinaisons possibles en fonction de ce qu'on veut en termes d'ouverture, de modification. Et l'idée, c'est qu'on garde le droit de paternité d'être cité, mais qu'on permet à d'autres chercheurs d'aller plus loin dans l'exploitation du document. Pour aller plus loin sur ces questions, puisqu'en effet, l'article 30, vous l'avez souligné, il y a des questions qui se posent. Est-ce que ça peut être opposé à un éditeur américain? Un éditeur allemand, on peut voir qu'avec l'adoption en 2013 de la loi allemande, il y aurait peut-être quelque chose ici à exploiter en montrant que c'est sur le sol également la législation allemande qui couvre un droit d'exploitation secondaire. Pour les questions que peuvent rencontrer vos chercheurs, parce que chaque cas est particulier et c'est normal aussi que le chercheur ait la réponse la plus précise possible. Il y a une fac qui a été faite par le GTAO Couperin, donc le groupe de travail Open Access, et le site Couperin dédié à l'accès ouvert en France propose justement une série de questions, alors très simples, ça a été fait de manière très pragmatique. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour les collaborations internationales? Qu'est-ce qui se passe pour un contrat qui n'est pas un contrat de droit français? Vous retrouvez des réponses très précises sur ces questions-là. Il y a des choses qui sont encore en cours de discussion, y compris parmi la communauté des juristes. L'idée aussi d'une loi, au-delà de se dire la loi fixe tous les cas possibles et inimaginables, c'est de voir aussi l'élan qu'elle permet et de se dire que la France, par l'adoption de cette loi, a souhaité aussi s'inscrire dans un mouvement plus vaste, à l'instar de l'Allemagne, et de se dire que désormais, même si vous signez un contrat effectivement avec Elsevier, vous êtes un chercheur rattaché à une université française et vous pouvez aussi vous prévaloir et dire que ces dispositions-là, vous aimeriez qu'elles puissent s'appliquer également à vos contrats. Et je trouve que c'est un acte fort, même si des questions restent encore en suspens et trouveront des réponses. Jérôme ne trouveront peut-être jamais de réponse parce qu'il n'y aura pas forcément de jurisprudence et c'est tant mieux. Je crois qu'à l'heure actuelle, y compris en Allemagne, ça fait depuis 2013, il n'y a pas eu de procès intenté pour un dépôt qui n'aurait pas dû être. Donc il ne faut pas non plus, je veux dire, c'est important, je sais que c'est paradoxal de terminer mon exposé en vous disant les questions juridiques ne sont pas centrales, mais en même temps elles ne le sont pas. Ce n'est pas les questions juridiques qui sont centrales. C'est tout le mouvement de dire comment on diffuse la science, comment on le fait sans pour autant mettre en péril, d'un point de vue économique, des éditeurs, mais comment en même temps on empêche les éditeurs, par un mouvement de privatisation excessif et de concentration, d'arriver à ce qu'il n'ait plus de circulation de la science. Merci beaucoup. Sur les deux interventions, oui. Je vais peut-être en rajouter une couche sur la conclusion. C'est vrai que les questions juridiques peuvent nous bloquer un petit peu. C'est normal de s'en préoccuper, mais il ne faut pas que ce soit trop important. Et en vrai, l'impression que j'ai, c'est qu'on a un vrai problème de... Il y a un terme précis qui m'échappe, mais de choix collectif. C'est-à-dire qu'individuellement, il y a pas mal de gens qui sont convaincus qu'il faudrait faire ci, qu'il faudrait faire ça, que c'est une évolution qui est souhaitable. Mais c'est beaucoup plus dur de faire ce choix-là tous ensemble en tant que communauté, donc de façon simultanée,
que si on avait chacun à le faire individuellement. Parce qu'individuellement, si on est le seul à ne plus publier avec Springer, on se ferme beaucoup de portes et c'est compliqué. Si tout le monde décide de le faire en même temps, ce serait beaucoup plus simple, mais c'est le collective action, je sais pas quel bon terme français. Et un truc que je voudrais souligner, du coup, un des collègues dans Matoa, Mark Wilson, a fait un sondage, alors qui n'est pas forcément très représentatif, la diffusion a été limitée, mais il a dû avoir un peu plus d'1 millier de réponses. Et un des points qui est intéressant, donc c'était adressé à des mathématiciens et des mathématiciennes, et il leur demandait leur point de vue sur l'accès ouvert notamment, et ce qu'ils pensaient être le point de vue de la communauté. Et c'est pas un truc nouveau, parce que dans plein de cas ça se présente, mais les gens ont tendance à penser que la communauté est plus fermée qu'elle ne l'est. C'est-à-dire que si on regarde la moyenne des réponses sur est-ce que vous pensez que l'accès ouvert c'est important, la réponse est plutôt oui. Quand on leur demande est-ce que vous pensez que la communauté pense que l'accès ouvert est important, la moyenne est plutôt pas trop. Donc il faut aussi réaliser que la communauté est peut-être encore plus prête que ce qu'on croit, mais ça reste une chose difficile de réussir à faire bouger une communauté. Je crois que c'est là le nœud. Le nœud, il ne sera pas juridique, il est comment est-ce qu'on fait bouger une communauté. Si la communauté bouge, les choses bougeront. C'est vrai que j'entends souvent la remarque de collègues chercheurs disant c'est très bien ce qu'on fait, mais on n'y arrivera jamais. Nos efforts ne seront pas payés. Mais bon. Mais si tout le monde a l'état d'esprit que tu décris, ça peut changer les choses. Juste sur ces questions de transfert de copyright. Il y a une chose que j'aimerais bien qu'on lance. J'ai essayé déjà plusieurs fois de le lancer, mais ça serait peut-être une autre occasion de le remettre. Il faudrait faire simplement un site web sur lequel systématiquement on met nos copyrights, ce qu'on a signé. Et moi, tout à l'heure, si je sais pas, un fou, on en discute. Si tout à l'heure, si vous me donnez 2 minutes, je vous en montre 2 ou 3 qu'on a signés. C'est hallucinant. Ils inventent toujours des nouveaux trucs. C'est parce que c'est fait par des juristes professionnels. Avec les profits qu'ils font, ils peuvent s'offrir les meilleurs juristes. C'est ça le problème aussi. Et alors, si on les met sur un site web, je me suis renseignée auprès de juristes, mais cette fois-ci français, qui disent qu'on a en fait l'autorisation de le mettre. Le document n'a pas valeur, ça ne leur appartient pas, parce qu'après ils vont dire « Ah, mais vous avez rendu public, c'est un contrat ça ». Mais non, en fait, on peut le mettre. J'ai vraiment vérifié avant de lancer cette idée que c'est faisable. Il faut faire un site web où les gens systématiquement le mettent, et on pourrait très bien avoir du soutien de différents avocats qui, voyant ça, parce qu'eux, ils seraient aussi contents de voir ces exemples, parce que c'est un peu secret, on ne le sait pas que ça se passe comme ça, et alors ils viendraient nous aider en disant « Mais attendez, ça c'est simplement, c'est inadmissible ». Et ceux que j'ai montrés à des lawyers justement professionnels, plusieurs fois, ils m'ont montré « Mais ça, ils n'ont pas le droit, c'est impossible légalement ». Par exemple, un des derniers que j'ai dû signer pour Cambridge University Press, écoutez bien, je pourrais vous apporter la preuve tout à l'heure, il fallait que je garantisse que les algorithmes, les formules, tout ce qui est dans l'article, si c'est appliqué exactement bien, et si ça a des conséquences néfastes pour quelqu'un, c'est moi qui dois prendre la responsabilité des conséquences de l'utilisation. Je vous promets, je vous le dis tout à l'heure. Genre, mais ils savent plus quoi inventer. Voilà, et ils essayent à chaque fois. Mais je rebondis parce que ce que tu dis, mais enfin moi du coup les chercheurs d'AMU me transmettent leurs contrats, mais c'est des perles. On a des contrats de droit français où des éditeurs demandent à ce que l'auteur, je mens pas, hein, mais revienne sur, cède ses droits moraux. Enfin, non mais n'importe quel étudiant, même de L1, dirait mais c'est pas, en droit dirait mais c'est pas possible. Et ben effectivement, je pense qu'il y a une volonté aussi derrière des cabinets juridiques qui écrivent ces contrats de faire peur, de faire peur. Parce que je dis mais c'est pas possible de voir ça et ça marche. Ouais. Moi, je voulais revenir sur la question des moyens et des transferts d'argent, notamment dans la période transitoire. Et la question du modèle économique qui est actuel, qui est celui de l'abonnement, avec une question simple: comment aujourd'hui, quels sont les moyens que les bibliothèques peuvent avoir pour assurer, j'ai envie de dire, que l'argent qu'on utilise aujourd'hui pour les abonnements, si on est d'accord pour transférer ça sur un modèle tel qu'on l'a vu sur le Fair Open Access, comment assurer
de pouvoir conserver ces sommes-là pour qu'il y ait un transfert effectif. Comment s'assurer que nos institutions, quand on va faire des économies, bon, il y a des situations financières qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui, qui vont faire que l'argent va être utilisé à d'autres choses. Voilà. Aujourd'hui, quelle est la problématique et qu'est-ce que nous, on peut faire à notre niveau? I think what should happen is that libraries are prepared to open up the big deals. So stop a deal completely and then renegotiate it. And in the case, for example, of the California library system, which is a very big consortium, I think, of 20 libraries, when Lingua, when the board of Lingua started Glossa, they said, we don't want subscription on Lingua anymore. And as this was 20 times 2,000 euros, they sort of took it out. The problem is that in the deals with Elsevier, you probably know better than I do, you have the right to take one journal out, but you have to replace it with a journal which is just as expensive. So your costs don't go down yet. But if this becomes a bigger movement, and if there are more countries willing to say to the Elseviers and the others, look, we don't like this deal, we want another deal, if you don't give us a better deal, a less costly and a more open access deal, we will not subscribe at all. And then you can build up again, because that's what they want to do in Germany. Juste avant que tu prennes la parole, on est quand même contraint par des négociations qui sont menées au niveau national avec Couperin. Et quand on voit certaines négociations où il y a des accords qui signent des abonnements avec des APC complémentaires, moi ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Juste quand même par rapport à ce que this has been done because peut-être en français, ça a été fait parce que vous vous souvenez peut-être pas, mais en 2011, l'université Pierre et Marie Curie a refusé de signer le contrat Elsevier. Et ils sont partis dans plusieurs mois, le contrat n'était pas signé. Au 1er janvier, le contrat n'était pas signé. Ensuite, c'était assez génial parce que donc tout le monde ça posait pas de problème, tout le monde était. Et Elsevier n'a pas coupé les accès, ils n'ont jamais eu voilà. Suite à quoi, c'est le PDG qui était un Coréen à l'époque qui a demandé à rencontrer le directeur de l'université Pierre et Marie Curie pour essayer de reprendre quand même des négociations, etc. Le directeur était très malin, le président était malin. C'est pas lui, c'était son second qui a rencontré. Jacques Lafay a assisté à cette réunion, donc c'est par Jacques que j'ai tous ces détails. Et suite à quoi, ils ont négocié un nouveau contrat où ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire une baisse de 30% en enlevant toutes les revues qu'ils considéraient on n'en a pas besoin. Et ils ont surtout mis dans le contrat qui a été signé obligation de proposer un nouveau business model au 31 décembre de l'année, je crois, 2012. Je dis ça de mémoire. Et il faut repartir de ce contrat, parce que c'est dans le contrat que Elsevier a obligation, justement, de ne plus faire ces histoires de périmètre et de toujours inflationniste. Donc oui, Francesca, ta question est excellente. Je vais compléter les réponses qui ont été données. Je dirais qu'il y a plusieurs niveaux. Alors, par exemple, un niveau, j'ai pensé à mes souvenirs de Grenoble, pour les bibliothèques de maths raisonnablement riches, disons, et qui ont encore des revues papier en DDP. C'est un petit volant sur lequel on peut jouer. Alors j'imagine qu'il n'y en a plus beaucoup de bibliothèques qui sont concernées et que ce n'est pas sur des grands volants, mais déjà, donc par exemple, je crois que j'avais vérifié dans le catalogue fusionné périodique, il doit y avoir 4 bibliothèques en France qui sont encore Jaco en papier, Journal of Algebraic Combinator X. Donc première suggestion, désabonnez-vous. Enlevez Jaco de vos abonnements papier. Ça ne vous gagnera pas grand-chose, l'abonnement doit être à 1 250 € et en DDP ça va être au quart du prix, donc ça vous fait 300 €. Mais si c'est 300 € que vous pouvez mettre ailleurs ou que vous ne pouvez pas donner à Springer, c'est déjà ça. Puisque maintenant, de toute façon, la qualité scientifique, elle va être dans Algebraic Combinator X, vous n'en avez plus besoin de toute façon, donc voilà. Donc ça c'est une première étape, c'est pas un volant énorme, mais comme il y a des rapports 5 à 10 entre ce que ça coûte, et encore plus que ça, ce que ça coûte de publier en accès ouvert avec des prestataires de services à peu près décents, et ce qu'on paye en pratique en abonnement, un rapport 10, même si on n'économise pas grand-chose, en fait, on arrive à faire derrière beaucoup de choses avec. La deuxième chose, c'est effectivement d'essayer de mener un rapport de force avec son SCD, avec Couperin. Donc c'est difficile,
c'est de longue haleine, mais c'est la seule chose qu'on puisse faire après. Effectivement, quand on rentre dans des big deals, donc utiliser les marges de manœuvre qu'on a effectivement. Quand on a un peu d'argent sur lequel on achète, on achète à MS, on n'achète pas... Voilà, sur ces marges de manœuvre-là, les utiliser, avoir une action politique avec cet argent propre qu'on a. Et pour tout ce qui est sur des big deals qui sont négociés au-dessus, tenir au courant, dire à son SCD que Springer a une revue qui ne va plus être bonne parce qu'il y a un comité de rédaction qui est parti, dire ça à Couperin. Et dire aussi à Couperin de dire il y a cette revue qui vaut plus rien, dont on veut plus, donc combien ça faisait, elle faisait telle proportion du paquet, c'est pas grand chose, c'est une revue sur quelques centaines, déjà vous nous enlevez cette proportion là et on commence à négocier sur cette base là, on fait comme si elle n'existait plus. Et bien sûr Couperin va pas le faire du jour au lendemain, bien sûr votre SCD va pas toujours vous écouter, mais je pense que c'est un travail de longue haleine qu'il faut continuer à mener indéfiniment s'il le faut. Et ouais. Juste rajouter, si vous êtes dans une démarche de discussion avec votre SCD, donc déjà, typiquement pour Jaco, si c'est c'est un peu ce qu'on disait hier, si c'est dans la liste de vos titres gagés, faites-le, enlevez de la liste de vos titres gagés, vous le remplacez par un autre titre, à coût constant, mais symboliquement, vous l'enlevez de la liste des titres, il sort de votre bouquet à vous. Et par ailleurs, ça n'empêche pas de signaler au SCD que ce titre-là, pour vous, scientifiquement, est invalidé. C'est votre rôle en tant que bibliothécaire en maths de dire ce titre-là n'est pas valide, sortez-le-moi. Et si vous remboursez, par exemple, au SCD une partie du coût Springer, un truc comme ça, dites je ne paye pas pour ce titre-là. Dites je vous rembourse moins tant de pourcents parce que j'avais ce titre-là dans mon titre. C'est effectivement des choses toutes petites, mais symboliquement qu'on quand même leur poids et que de toute façon on ne peut pas s'abstenir de faire valoir. Même si ça n'a pas beaucoup d'impact économique, il faut le faire quand même. Je voulais peut-être rebondir du coup sur ce que tu as dit, Benoît. Effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement ? Il y a plusieurs pistes. Il n'y a pas une piste effectivement à suivre. Développer les archives ouvertes, sensibiliser la communauté universitaire aux enjeux de l'édition scientifique et de la publication scientifique, à quels sont les coûts de la publication aujourd'hui. Clairement, nous, on a des chercheurs qui nous ont dit on n'a pas conscience des sommes qui sont déployées chaque année pour donner accès à une offre en plus qui n'est pas exhaustive, qui n'est pas satisfaisante. Même si, je veux dire, on arrive encore à avoir un accès à des bases qui permettent de faire de la recherche, mais les coûts aujourd'hui font qu'on doit faire des choix. On doit arbitrer entre plusieurs revues, plusieurs bouquets. Il y a le travail qui est mené par Couperin et je voulais notamment quand même souligner que ce qui est pernicieux dans le numérique, c'est que vous payez l'abonnement à une année et que donc si vous vous désabonnez, vous perdez l'accès certes à l'année à laquelle vous êtes désabonné, mais aux archives. Et donc il y a eu tout un travail pour négocier avec les éditeurs en disant non, désormais l'accès aux archives on le garde et ça a été tout le travail qui a été mené et qu'on peut voir sur le site Panist. L'idée, c'est de dire si on a payé une année, l'accès aux archives, on le maintient. Et ça, c'est quand même déjà aussi un engagement fort dans la négociation avec les éditeurs. Et on peut là aussi souligner le rôle qu'a eu la BES dans le déploiement de ces outils. Concrètement, on peut aussi, nous, c'est le travail qu'on a mené avec nos presses universitaires. Il va se poursuivre, il est encore à élargir, mais de dire comment on peut aussi se rencontrer et montrer que nos activités sont complémentaires. Et puisque finalement, que ça soit à la fois un service commun de documentation ou des presses universitaires, on œuvre par des voies différentes, mais à assurer la transmission du savoir. Comment on arrive à trouver des pistes de diffusion qui seraient satisfaisantes pour l'un comme pour l'autre. Et après, c'est vrai que ça se construit peut-être à la fois de manière pragmatique. Il y a des décisions qui vont se prendre à un niveau plus national avec les futures négociations. Mais c'est même, je dirais concrètement, à l'échelle d'une bibliothèque, on peut essayer de se dire, voilà, je me fixe un objectif et j'essaie cette année d'œuvrer avec mes chercheurs pour déployer davantage d'open access et faire que peut-être que si sur une équipe de 50 chercheurs, on en a 10 qui déposent, l'année prochaine, on en aura 15. Nous, on a vu un effet boule de neige au niveau d'AMU. En 3 ans, le nombre de personnes qui nous sollicitent pour déposer, il va crescendo. Et
ce qui nous porte aussi, c'est que en 3 ans, on n'a eu aucun chercheur qui nous a dit « je regrette d'avoir déposé en open access ». Moi, je vous cache pas, hein, quand j'ai pris ce poste, je me suis dit, c'est ma crainte première, c'est de me dire, est-ce qu'un jour il peut y avoir un regret? Aucun chercheur ne regrette par rapport à la visibilité, par rapport à la diffusion. Pourtant, je veux dire, il y avait beaucoup de réticences et je les entends. Je peux comprendre qu'il y ait des réticences, mais à partir du moment où les chercheurs ont franchi le cap de dire, j'ai créé mon compte, j'ai déposé une notice, ça y est, j'ai ajouté enfin le texte intégral parce que je me dis que finalement, je vais voir ce que ça fait. Il y a une volonté de se dire, je participe à quelque chose qui est important pour ma communauté universitaire, ma communauté scientifique et au-delà de ça pour la diffusion du savoir. Pour compléter sur le côté financier, dans la réponse à Francesca, un truc dont il faut avoir conscience, c'est comment ces éditeurs, pourquoi est-ce qu'ils ont cette marge opérationnelle, pourquoi ces prix sont si élevés. Ça n'a donc rien à voir avec leurs coûts, ça, je crois que ça c'est clair pour tout le monde, ça a à voir avec ce que les bibliothèques sont prêtes à payer. Autrement dit, les éditeurs commerciaux sont extrêmement forts à faire leur structure de prix de façon à tirer le maximum d'argent. Donc ils tirent des bibliothèques tout l'argent qu'elles sont capables de sortir. C'est pour ça que les bibliothèques ont arrêté d'acheter des bouquins pour les étudiants, parce que les éditeurs ont réussi à grignoter petit à petit sur les périodiques. Une fois qu'on a conscience de ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on veut soutenir l'accès ouvert et ce genre d'initiatives, les revues Diamant, etc., eh bien, il faut se donner à soi-même des contraintes. De façon à ne plus pouvoir payer ce que demandent les éditeurs commerciaux, parce qu'on se sera forcé. Donc il faut, à mon avis, s'engager dans des trucs comme OLH. Il faut s'obliger, même si ça paraît difficile dans un budget, parce qu'on a déjà ci et ça, eh ben, en se donnant cette contrainte-là, c'est-à-dire qu'on ne sera plus capable de payer plus, et donc, puisque l'éditeur commercial va prendre comme un gaz toute la place disponible, il faut laisser moins de place, quoi. Can I answer that? Because I have a very funny example of this. We are talking to other countries about what they spend in total for the commercial publishers. In Holland, it's about 41 million, which is a lot of money. In Switzerland, a very rich country with less academics than in Holland, it's 81 million. And in Bulgaria, it's 2.5 million. So the publishers know exactly where the money is. And these Swiss people, they are so bloody angry now. So they said, and this is one of the things why transparency is so really important. That's the other thing I want to say. We need to work together. And academia is very good in not working together. And these publishers have been playing us away from each other and saying things to the one and mentioning other things to the other. And I think really we can only win this if it's a joint effort of all countries, maybe to start in Europe. No. On va peut-être pas trop durer parce qu'on va dépasser l'heure, mais en fait, je suis tout à fait d'accord sur le côté, etc. Ma problématique aujourd'hui, elle est plutôt de ce problème de transition, de ce problème financier, et je crois qu'il y a un rôle à jouer là au niveau du RNBM parce qu'on a besoin d'avoir des billes pour aller voir nos institutions, parce qu'aller justifier auprès d'une institution que finalement, je ne vais pas dépenser mon argent pour des abonnements, mais pour aller soutenir un modèle alternatif. Quand l'université ou l'institution, quelle qu'elle soit, a par ailleurs elle-même une politique de soutien à l'édition parce qu'elle a des éditeurs, c'est pas évident à faire. Et c'est là, je crois, où il y a un gros travail. Et ça doit venir d'en haut, par Couperin, par le ministère, etc. Et ça doit partir d'en bas aussi. Si on comptait les critères d'évaluation des jeunes chercheurs, etc., ou des revues, voilà, c'est en fonction de ça aussi. Aujourd'hui encore, je pense que le CNRS, malgré tout, évalue ses chercheurs en fonction des revues qu'on est en train de publier. Il y a ça aussi, voilà, il faut le dire. Il faut aussi dire qu'en maths, même si on n'a pas encore beaucoup de revues open access, on a quand même une chance, c'est qu'on a beaucoup de bonnes revues très reconnues et qui sont quand même chez les gentils. Je veux dire, si on va sur les revues de l'AMS, de MSP, etc., dans presque tous les domaines maintenant, on a une alternative qui n'est pas forcément en open access, mais qui a une politique Greenoa très cool et qui font du bon travail et qui sont à des tarifs raisonnables. C'est difficile de se passer de Springer complètement, mais la plupart du temps, on a quand même une option raisonnable.
Donc il faut, voilà, c'est un vrai problème, je ne peux pas le nier, mais heureusement on a quand même cette chance-là, il faut s'appuyer dessus. Je crois qu'en plus il est urgent de protéger les petits éditeurs, donc les presses universitaires et les éditeurs de sociétés savantes, parce qu'ils vont disparaître du marché avec les méthodes des autres. C'est-à-dire il y a un petit peu quand même le feu au lac. Complètement, ouais. C'est un petit peu... Enfin, j'ai pas eu le temps d'en parler hier quand on a fait le point sur les négociations, mais j'en profite pour faire un peu de pub à un éditeur vertueux, je pense qu'on sera nombreux ici à être d'accord. On avait démarré une négociation avec MSP en 2015, donc, qui est un éditeur non-for-profit et qui vraiment a des pratiques extrêmement vertueuses, même si c'est pas tout en open access. Enfin, le débat n'était pas sur l'open access, mais sur la négo des abonnements. Et nous, négociateurs, c'est un éditeur avec lequel on n'a pas besoin de négocier, puisque la négociation, elle porte essentiellement sur des conditions tarifaires, et que les tarifs de MSP sont d'ores et déjà à l'os, et que s'il nous fait des tarifs moins chers, il meurt. Et que nous, on ne veut pas du tout qu'il meure. Donc on ne va pas négocier avec MSP pour lui demander pour le mettre en danger économiquement. Donc les négociations qu'on mène et que mène Couperin, elles se font avec les méchants, pas avec les gentils. Et les gentils, type MSP, il ne faut pas négocier avec eux, il faut les soutenir. Et donc je vous engage, si vous avez de l'argent, à vous abonner à des journaux MSP quand vous le pouvez. Juste pour revenir sur le thème de ces journées, le MSP, enfin pour l'instant, ils ne peuvent pas fonctionner en libre accès. Donc, non mais, si le but est que tous les gentils fassent du libre accès, comment on fait justement avec les gentils qui n'ont pas d'autres revenus et d'autres perspectives, disons, tout en restant gentils, de revenus que les abonnements? Et je voulais aussi faire une petite remarque sur le fait qu'on a beaucoup entendu abonnement et très peu licence. Enfin, je pense que quand vous dites abonnement, il y a une erreur fondamentale qui est qu'il y a des revues sur abonnement, par exemple MSP, le MSPH, les annales de l'Institut du Foyer. Et les trucs que vous payez avec Springer ou Elsevier, c'est pas des abonnements, c'est une licence d'accès à une base de données, etc. Et c'est quand même deux modèles complètement différents et il ne faut pas les mélanger. 100% d'accord avec ça. Non, mais en une phrase. Les gros publishers, eux, ils essayent d'imposer immédiatement l'open access avec leur modèle. Donc, en fait, la bonne stratégie, la sagesse, c'est de dire non, on n'est pas pressé. On a des revues, on a des publishers qui sont très bien, avec lesquels on est en osmose, si vous voulez. Et donc, ceux-là, ils restent par abonnement. On doit maintenir une transition smooth. Tout ce qui marche bien doit être maintenu. Et avec le green, ça permet de faire que c'est en open access. Les mandats par exemple, de la Commission européenne sont respectés. On est complètement dans les clous. Et moi, je pense qu'il faut au contraire, l'abonnement doit être... Il ne faut pas du tout se précipiter vers justement le tout open access, ni les licences, en se méfiant vraiment beaucoup de ce que l'intérêt des publishers, c'est qu'ils imposent en une phrase, c'est hyper simple. Ils veulent garder le business model de l'imprimerie en profitant de tous les avantages de l'édition électronique. Mais si, quand même, techniquement, c'est ça. Oui, non, mais les bénéfices. Oui, non, mais ils veulent garder les bénéfices. Parce que s'ils gardent le business model qu'ils ont acquis comme ça leur permet de faire des profits encore pires.